All right, je suis avec les co-founders de Yak. Pouvez-vous vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Yes, Cindy Fels, donc co-founder de Yak. Moi, j'opère plus la partie business, donc les ventes, marketing, ressources humaines, etc. Puis Nico? Yes, Nicolas, donc co-founder, je suis la partie un peu plus technique de Yak, donc tout ce qui est la production, puis effectuer les tests. Insane. Puis moi, je sais ce que vous faites, mais mettons quelqu'un qui écoute, qui connaît pas ça, une founder ou un CTO, puis vous avez 2 phrases pour expliquer c'est quoi que Yak fait. Yak, en gros, on va compromettre votre application, on va la hacker, sauf qu'au lieu de faire du dommage, on va vous expliquer comment est-ce qu'on a été capable de le faire. Puis on va expliquer un petit peu plus en détail une des manières de faire ça aujourd'hui. On va expliquer grosso modo c'est quoi un pen test applicatif. Si vous aviez à donner une définition grossière d'un pen test. En fait, un pen test, c'est une simulation offensive. Donc, là, on va se pencher un peu plus sur l'applicatif parce qu'on est à SaaSPaaS. Puis, c'est des produits SaaS, donc applicatifs. Basically, c'est une simulation offensive. Donc, on va essayer de hacker ton application avant que quelqu'un d'autre le fasse avec des mauvaises intentions. Fait que tu dirais-tu que c'est différent, significativement différent d'un scan automatisé, mettons? C'est plus intentionnel, genre? Définitivement. C'est une logique humaine. Puis Cindy, c'est genre un des produits, services que vous vendez le plus, j'imagine, c'est chez Yak, c'est les pentests. Exactement. Okay. Le scan sert à quelque chose, c'est comme souvent une première étape, mais un pentest, tu peux pas encore le remplacer avec des tools. OK. Dans votre pratique à vous autres, c'est quoi les déclencheurs, les triggers qui font qu'un SaaS, mettons, va dire « Hey, on a besoin d'effectuer un pentest, mettons ». Yes. Il y en a 3. J'ai commencé avec le moins le fun. Il s'est passé quelque chose, soit à toi, soit à ton compétiteur, quelqu'un que tu connais. Fait que là, t'es comme, holy moly, j'ai pas envie que ça m'arrive, là. C'est donc, tu vas vouloir effectivement valider que toi, ça va pas t'arriver. L'autre point, des fois, c'est l'assurance. Tu veux te faire assurer en cyber-risque et ça devient un des requis. Soit t'es pas assurable, tu l'as pas, soit tu vas être assurable, mais ta prime va coûter tellement cher que ça a aucun sens. Et le principal, et je vais en mettre une couple là-dedans, conformité, tout ce qui va être business, investissement, c'est que tu vas te faire challenger, soit par des clients, soit par des investisseurs qui, avant de te donner $1 et de signer, vont vouloir s'assurer que tu as une certaine posture en sécurité et ça va passer par un pentest. Fait que c'est fair de dire que, mettons, la motivation de faire un pentest, c'est soit réactif quand la merde a pogné dans le ventilateur, ou c'est proactif en fonction, mettons, de un milestone que tu veux atteindre, une certification. Ouais. Ça reste malheureusement souvent réactif. Souvent, c'est une demande extérieure qui va le faire. Parce que, on est entrepreneurs, généralement, s'il y a 1000 urgences à gérer, donc tant que tu n'es pas l'urgence qui est la plus urgente, tu prends le bord. Exact. Et c'est pareil en cybersécurité. Puis vous en avez fait genre des douzaines, des centaines probablement là, de penetration testing. Ouais, centaines. Bon. Fait que c'est quoi les pièges classiques, mettons, que vous voyez, ou plutôt les vulnérabilités qui reviennent le plus quand vous faites ça? Je te dirais, en applicatif, on en voit 2. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 les plus classiques. Okay. On a des vérifications de côté client. Donc, pour les gens qui ont un produit SaaS ou pas, comment ça marche une application, c'est qu'on a un serveur, puis on a la partie client, donc ce que les gens vont naviguer dessus. Vous pouvez voir la vérification côté client comme si vous allez sur un site de 3X, puis ça dit vérifier si vous avez, genre, quand as-tu 18 ans ou plus, puis tu marques oui. Ils n'ont pas vraiment à vérifier si tu avais 18 ans ou plus, right? C'est juste un pop-up qui te demande si tu as 18 ans ou plus. Bon, ça, c'est une vérif côté client, OK? C'est pas très solide. Je comprends. Fait que ça c'est des problèmes que tu as dit qu'il y en avait 2, par contre? Oui, autorisation. Sinon, donc, des problèmes d'autorisation, c'est un grand classique. Je pourrais donner l'exemple problème d'autorisation quand vous allez à l'hôtel, vous faites donner votre clé de chambre ou votre carte pour débarrer votre chambre. Par exemple, vous avez la 405, mais elle n'est pas supposée de débarrer à 404, votre carte. Fait que si tu rentres, ça serait un problème si tu étais capable de rentrer dans la chambre d'hôtel de la personne à côté et voir toutes ces informations personnelles. Puis pourquoi, si c'est autant dangereux ou risqué de faire de la vérification côté client, pourquoi il y a autant de devs qui en font? C'est facile. C'est facile, puis c'est que ça paraît pas dans le browser. Souvent, comme ils se disent pas que quelqu'un va inspecter la console ou rejouer la requête qui a été faite. Donc, ils voient le navigateur Chrome, ils font l'information n'est pas là, fait que c'est sûrement correct. Ouais, c'est comme peut-être un raccourci ou juste peut-être un manque d'éducation, peut-être, exact, par rapport aux pratiques de sécurité dans certains web devs. OK, puis au niveau de l'autorisation, as-tu un exemple de genre, un exemple plus concret de SaaS où est-ce qu'il y a eu une vulnérabilité à ce niveau-là, des rôles, je sais pas trop? En fait, il y en a plusieurs, là.
pensez à quand vous allez vous connectez à une application, vous allez dans l'onglet Mon profil. Ouais. Vous pouvez avoir, par exemple, vous avez peut-être votre identifiant dans le navigateur ou pas. Imaginez si vous changez cet identifiant-là, est-ce qu'on est capable d'aller voir les informations de d'autres personnes aussi? Donc, c'est le genre de trucs que tu peux regarder. Il y a beaucoup d'exemples. Là. Ça peut être comme on a une liste de clients où il y a des applications qui sont multitenantes. C'est-tu vraiment multitenant? On est capable de voir des clients d'une autre organisation en changeant, par exemple, au lieu d'organisation A, on met organisation B. Est-ce qu'on serait capable de voir la liste des clients? Fait qu'il y a des synergies ou, comment dire, un overlap avec la vérification côté client aussi, puis la gestion des autorisations. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui utilisent Supabase, Oui. Qui est un excellent produit, mais Supabase te rend ces erreurs-là vraiment faciles. Donc, Supabase, c'est vraiment un bon produit. Il faut juste que tu l'utilises bien. Supabase, souvent dans les requêtes qu'ils font pour, par exemple, aller voir ta page de profil, ils mettent ton ID. Ça, tu peux l'enlever puis mettre juste un astérix. Tu vas voir tout de suite si tu vois toute la liste des users ou pas. Mais c'est une erreur, j'y vais à plusieurs reprises dans des produits SaaS avec Supabase. Là. Donc, c'est pas que c'est un mauvais produit, c'est juste ils te le rendent la vie facile à faire ça. Donc, les devs, ils vont être portés à faire ça. Peut-être qu'on pourra, durant l'année, parce qu'on va refaire du contenu ensemble et d'autres trucs, là, on pourra peut-être creuser sur Supabase spécifiquement. Je suis quand même curieux. On pourrait même vibe coder un app. Puis la hacker for good. Ouais, exact. Hacking for good. Puis, nice. Puis, mettons que je suis PO, CTO, lead dev, puis je vous écoute un peu parler, puis je me dis, OK, j'imagine que j'en ai des failles. J'ai peut-être pas besoin d'un penetration test, pen test en ce moment, mettons, mais j'aimerais pas ça commencer à checker ça. Y a-t-il 2-3 vérifications que vous suggérez au monde comme bonne hygiène de checker? Déjà, avant d'aller deep dive technique, c'est beaucoup se poser des questions. Okay. Ça reste de la gestion de risque. Ouais. Posez-vous la question, c'est quoi votre plus gros risque? Est-ce que c'est de la fuite de données, etc.? Prendre l'exemple justement de « faudrait vraiment pas que mes données clients tombent dans la nature ». Santé, mettons. Exact. Okay, ouais. Généralement, tes données sont dans ta BD. Pose-toi les questions. Comment est-ce que justement c'est implémenté? Qu'est-ce que tu as mis en place pour sécuriser? Et souvent, juste en se posant plein de questions, on va réaliser qu'il y a des réponses qu'on n'a pas et c'est pas normal. Donc, allez essayer d'y répondre justement pour valider. Côté technique, du one size fit all, il n'y en a pas beaucoup. Il utilise quand même aussi des outils on parlait de scan au début. Un scan ne remplace pas un test d'intrusion. Pour trouver les low hanging fruits, certaines vulnérabilités, on va dire de base, c'est quand même un bon moyen de se faire une première passe dedans. Okay. Nick, je te laisserai compléter. Première chose que je dirais, c'est d'être curieux. Aller poser des questions aux devs, aller poser des questions comme comment on fait ça. Tu sais, même si vous n'êtes pas quelqu'un de technique, c'est sûr que si vous êtes un peu technique, ça t'aide à poser des meilleures questions. Après ça, ce que Cynthia a dit, c'est vrai. Puis, pour des low hanging fruit, comme on va des clés des secrets, par exemple, qui sont dans le code, maintenant que l'AI, ça, c'est le genre de problème qui est assez facile à résoudre. Tu peux mettre des bots là, directement dans GitHub ou à la place où que tu mets ton repo. Ils sont capables de détecter des clés d'API, ce genre de trucs-là. Il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont juste disponibles gratuitement ou à low cost. Donc, ça serait d'aller utiliser ces outils-là. Puis, si vous n'êtes pas technique, allez poser des questions à vos devs. Est-ce qu'on utilise ça? Est-ce qu'on utilise ça? C'est quoi qu'on fait pour ça? Puis, soyez juste curieux. Là, 100%. Fait que communication, juste d'en parler, puis pas genre de se mettre la tête dans le sable, puis curiosité, mettons. C'est comme les deux genres de... Fais preuve de ça un minimum, là, puis ça va t'ouvrir des pistes sur genre des failles de sécurité, probablement. Puis test d'intrusion, c'est pentest en français, dans le fond? Oui. Pentest, oui. OK, c'est bon. Il y en a beaucoup qui disent, ils traduisent mot pour mot, ils disent test de pénétration, mais ça passe on n'est tout le pas temps très plus rough. mal. Avec la joke, la joke est trop facile. Moi, depuis tantôt, que je l'ai genre dit à toi, c'est comme... Je suis content qu'on l'acknowledge, comme ça, c'est plus un tabou. C'est normal, on a tous les prix mal placés, guys. Mais pour vrai, je pense qu'il y a plus de clients qui nous parlent de tests de pénétration que de tests d'intrusion, à cause qu'ils font juste la traduction mot pour mot en anglais. Ça nous fait rire. Tout le temps un petit peu, là, mais on le commande plus maintenant. Si jamais on se parle puis vous nous dites test de pénétration, on va rien dire. On va se l'écrire sur Discord entre nous. Genre, parfait. Cool. T'as parlé de Supabase. On a glissé un mot sur le vibe coding. Évidemment que le tooling agentic ou génératif d'AI explose. La question, c'est un peu, est-ce qu'au niveau des failles puis de la cybersécurité, ça expose comme de nouvelles portes d'entrée, de nouveaux risques qu'on devrait parler? Qu'est-ce que vous voyez dans votre métier? Oui, ça expose des nouvelles choses. Je pense que ça dépend vraiment quel genre de produit AI que tu vas offrir. Il va toujours rester des problèmes d'autorisation, c'est-à-dire que, par exemple, que tu fais un wrapper de ChatGPT ou Claude, puis je suis capable de voir ce que les autres utilisateurs ont écrit dans
dans leur chat. Évidemment, c'est un problème parce que tu veux sûrement pas que je sois capable de lire 100%. ce que tu as écrit à ChatGPT. Mais évidemment, on va tout avoir de la manipulation de prompts. Je suis capable de faire naviguer des trucs, m'envoyer de l'information. Évidemment, ça va apporter des nouveaux bugs qui sont juste pour l'AI, mais tu as tout ce qui est relatif à un produit SaaS qui reste là quand même. Ça apporte aussi le problème des secrets, on l'a mentionné un peu. Mais explique, c'est quoi un secret, Nick? Excuse. Un secret, c'est un bout d'information que tu voudrais pas divulguer. Puis un secret, ça peut être un paquet de choses, ça peut être une clé d'encryption, ça peut être un certificat justement qui te permet de signer tes jetons JWT qu'on appelle, là, qui est souvent la méthode d'authentique, les jetons qui vont être utilisés dans les produits SaaS. Ça peut être ta clé API à OpenAI ou à Anthropic. Ça va être un secret. Souvent, les secrets, on va en avoir en dev, on va en avoir en staging, on va en avoir en prod. Okay. Donc, tu gères ça un peu de sa main. Des fois, on va être un peu plus lousse avec les secrets en dev, puis on va vraiment être rigide avec les secrets en prod. L'idée, ça serait d'être rigide avec les secrets en général pour inculter cette pratique-là de sécurité. Puis il y a plusieurs outils là, qui sont disponibles après ça là, pour aider tes devs à peu importe laquelle que vous choisissez. On n'est pas là pour plugger des outils. Non. Mais ça serait quelque chose qui devrait être fait là, de front, là, comme la gestion des secrets, on devrait être assez rigide. Puis pas parce qu'on est fou, c'est juste quand on laisse un petit peu aux devs, ben là, ils vont laisser traîner ça à gauche, à droite, puis à un moment donné, ben c'est in the wild, puis tu te retrouves avec un bill de OpenAI ou d'Anthropic qui a jumpé dans le tapis. Comme ça m'est arrivé, je vous l'avais compté. Ouais, exactement. Ça a coûté 800$. À l'époque où, genre, tu pouvais utiliser Agent GPT, là, j'avais mis ma clé OpenAI là-dedans, puis je pensais que c'était secure, puis un moment donné, une couple de semaines plus tard, j'ai eu ce bill-là, puis je me suis dit, c'est quoi ça? Là, j'ai fait, la seule place où j'ai mis ma clé d'API, c'est là, clairement que ça. Je pense que tu peux aller dans GitHub puis juste chercher, là, mais il me semble les lettres chiffres là, d'une clé sont toujours les mêmes, là. Puis tu peux aller dans GitHub, tu vas voir, ça va sortir, là. Le monde, ils sont reckless avec ça, là. Puis c'est pour ça que c'est important de setter des limites, puis ce genre de trucs-là. C'est pas pour rien qu'ils vous laissent, évidemment, parce qu'ils veulent pas que pour te mettre des limites à toi, mais aussi pour mettre des limites si jamais cette clé-là est leakée. Des limites de budget, par exemple. Exactement. Token usage. Exact. Ouais, c'est fou. Mais moi, récemment, justement, j'ai buildé des apps qui utilisent des API de Gemini, entre autres, puis de Anthropic, je suis plus sûr. En tout cas, Gemini, for sure. Puis la clé d'API, justement, quand j'ai commit sur GitHub via Claude Code, il me disait... Hey man, tu sais, comme en plain text, là, tu l'as mis dans la conversation ici, genre. Puis il me suggérait de git ignore, mettons, le fichier où ce qu'il y avait la clé d'API, mais la clé d'API était quand même en full text sur ma machine, fait que c'est pas. En tout cas, tu me lances la balle, là. Ben, au moment que tu le commit, il est comme un peu trop tard parce que dans la façon que ça marche, GitHub ou GitLab ou les autres, c'est que tu peux revenir en arrière sur tes commits. Donc, dans ce cas-là, c'est mort. Il faudrait que tu refasses un nouveau repo. Évidemment, tu peux mettre ton fichier .env, fait que ton fichier de l'environnement, probablement là-dedans que tu l'avais mis. Ça devrait être effectivement ajouté à ton git ignore pour t'assurer que c'est pas push. On fera des tests d'intrusion sur mes repos de Vibe Coder offline. All right. Guys, on a un paquet d'autres contenus qui va s'en venir cette année. Ensemble, on va parler d'un paquet de trucs, entre autres de votre histoire puis de votre vision un peu de toute cette industrie-là. Pour l'instant, le but, c'était de faire un genre de amuse-bouche, un échantillon un peu de votre vibe, votre expertise, puis c'est quoi travailler avec vous. Puis là, on l'a fait sur les pentests. Y a-tu autre chose qu'on devrait dire, qu'on a oublié de dire par rapport à ça, ou on a fait un bon on pourrait dire plein d'affaires, mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Puis, mettons que le monde écoute ça puis il se dit genre, OK, clairement, j'ai besoin de guidance ou j'ai besoin d'en avoir un pentest, moi, pour mon app. On vous contacte où, genre? Site web, LinkedIn. Site web, c'est yak.one. Exactement. yack.one. Puis vous allez avoir un profil aussi. Vous avez un profil sur saspace.com/partenaire avec un S. Juste à cliquer sur le logo de Yak, qui est un yak. Donc, c'est assez self-explanatory. Guys, j'ai hâte d'avoir d'autres discussions avec vous autres. Puis merci de m'éduquer puis d'éduquer le reste du monde. C'est le fun. All right, cheers. Nice.